Que ce soit en livre audio ou en livre papier, cette lecture laisse vraiment une marque indélébile, une véritable sensation de vertige face au vide de l'existence moderne. C'est une œuvre qui secoue, qui dérange profondément. Je veux parler des Particules élémentaires de Michel Houellebecq, paru en 1998. Un texte incontournable. Absolument. En fait, on peut vraiment pas se contenter d'une simple lecture au premier degré. Non, c'est clair, c'est toute notre mission aujourd'hui. Le but de cette plongée au cœur de ces textes, c'est de comprendre comment un roman qui semble à première vue n'être qu'une chronique assez sordide sur la dépression de deux demi-frères dans la France des années 90, eh bien cache en réalité une critique philosophique féroce du monde moderne. Et le plus fou, c'est la façon dont tout ça s'articule. Ouais, parce que ça se termine par une proposition de science-fiction littéralement hallucinante sur l'avenir de notre espèce. Bon, décortiquons tout ça. Je te propose de commencer par planter le décor. Qui sont ces deux frères, Michel et Bruno? Michel et Bruno sont nés d'une même mère, une femme qui a pleinement embrassé l'idéologie hippie des années 60. La fameuse libération totale. Voilà. Elle est partie vivre sa vie, sa libération personnelle, et elle les a purement et simplement abandonnés. Ils ont donc grandi séparément, élevés par leurs grand-mères respectives. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces deux hommes ne sont pas de simples personnages de fiction. Ils incarnent autre chose, oui. Tout à fait. Sous la plume de l'auteur, ils incarnaient les symptômes d'une société malade, les deux réactions opposées face au vide de la modernité. Et Michel, par exemple, c'est un biologiste moléculaire de génie, un chercheur très brillant, mais sur le plan émotionnel, c'est le désel absolu. Il est asexuel, froid, distant. Il est détaché de tout. C'est ça. Les textes soulignent souvent cette expression terrible qu'il utilise. Il se dit littéralement saoulé par la vie. Il traverse l'existence comme un fantôme. Il est incapable de tisser un lien véritable. Et à l'autre bout du spectre, nous avons Bruno. C'est un professeur de lettres modernes et il représente l'opposé thermique de Michel. Bruno est complètement englué dans une obsession sexuelle dévorante, mais, et c'est là son drame, il passe son temps à essuyer des échecs cuisants. C'est presque douloureux à lire. Ouais. Sa quête effrénée de plaisir le rend souvent pathétique et cette frustration permanente finit par le consumer de l'intérieur, au point de le conduire directement vers l'hôpital psychiatrique. Et les notes de mise en scène de Julien Gosselin insistent d'ailleurs beaucoup sur cette dynamique. Bruno est présenté comme la victime collatérale d'un concept central du livre, le libéralisme sexuel. Et c'est vraiment une notion clé pour comprendre la mécanique du roman. L'analyse sociologique qui ressort de nos sources rappelle cette idée très forte, c'est que la libération sexuelle des années 60 et 70 n'a pas débouché sur la grande harmonie universelle espérée. Pas du tout. Au contraire, elle a créé un marché de la séduction tout aussi impitoyable que le marché économique. Dans le système capitaliste classique, la dérégulation crée des milliardaires d'un côté et des personnes vivant dans la rue de l'autre. Eh bien, dans ce marché sexuel totalement dérégulé, c'est exactement la même chose. Chacun pour soi. C'est ça. Il y a des gagnants absolus qui monopolisent les conquêtes et des perdants totaux, ceux qui subissent ce que l'auteur nomme une paupérisation absolue. Et Bruno fait clairement partie de ces paupérisés, ces laissés pour compte de la séduction. Les anecdotes partagées dans les critiques littéraires pour illustrer cette misère elles sont d'une cruauté inouïe. Il y a cette scène, très souvent citée pour son aspect sordide, où Bruno est seul dans son appartement avec son fils en bas âge. Le gamin pleure, réclame de l'attention, et que fait Bruno ? Ah, ce passage est glaçant. Il glisse des tranquillisants dans le biberon de son propre enfant. Tout ça pour avoir la paix et pouvoir passer sa soirée sur le Minitel rose à chercher désespérément un contact virtuel, une vague illusion de désir. C'est d'une solitude terrifiante. Oui, cette scène illustre parfaitement la faillite totale de la transmission et de la responsabilité parentale face à l'obsession individuelle. L'individu est tellement centré sur son manque qu'il en oublie son propre fils. Mais ce qui m'a le plus surpris là-dedans, c'est qu'au milieu de cette noirceur, le récit arrive à ménager des moments d'une tendresse inattendue. Les critiques de buzz littéraire relèvent notamment la rencontre entre Bruno et Christiane. Le décor lui-même est absurde. Le fameux camp de vacances. Ouais, ça se passe dans le jacuzzi d'un camp communautaire très New Age, le genre d'endroit où l'on prône l'amour libre à longueur de journée. La rencontre commence par une interaction sexuelle pré-crue, presque mécanique. Mais contre toute attente, de cette trivialité naît une véritable complicité. Ils se trouvent, ils s'aiment sincèrement. C'est comme une petite étincelle d'humanité dans un monde complètement désenchanté. Et il est d'ailleurs crucial de faire une petite pause ici, pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous rejoignent dans cette analyse. Il faut bien préciser que cette vision cynique du féminisme, cette description brutale des rapports hommes-femmes et cette critique féroce de la libération sexuelle appartiennent strictement à l'univers du roman.
C'est important de le rappeler, oui. Les prises de position de l'auteur ont souvent fait polémique dans le monde réel. Notre démarche aujourd'hui consiste à examiner de manière impartiale la mécanique de cette pensée, telle qu'elle est construite dans la fiction sans pour autant valider ou endosser ses opinions. Absolument, on visite simplement le laboratoire d'idées du livre. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Qu'est-ce que tout ça veut dire grand dans ça? Ce n'est pas juste l'histoire de deux types qui dépriment. Pourquoi cette époque est-elle décrite comme si désespérée? Quelle est la racine de ce mal profond qui ronge ces personnages? Pour répondre à cela, l'article universitaire de Georges Chabert est particulièrement éclairant. Il analyse l'œuvre sous un prisme vraiment philosophique et historique. Le drame décrit par Houellebecq prend sa source dans le triomphe absolu du matérialisme occidental depuis le siècle des Lumières et le rejet concomitant de la religion. Donc la mort de Dieu, pour faire simple. Voilà. L'effondrement des grands récits spirituels a laissé un vide béant. Si Dieu n'existe pas, s'il n'y a pas d'âme immortelle, alors, il ne reste que la matière pure. Ce qui donne d'ailleurs tout son sens au titre du livre, non? Précisément. Dans une société matérialiste, les êtres humains finissent par être perçus comme de simples particules élémentaires, des individus isolés, séparés par un vide immense, qui se cognent les uns aux autres de manière totalement aléatoire, sans aucun but transcendant. Et cette séparation radicale engendre une angoisse existentielle massive. Forcément. S'il n'y a rien d'autre. Et si nous ne sommes que de la matière périssable, alors le vieillissement et la mort deviennent des terreurs insoutenables, puisqu'il n'y a plus aucune consolation spirituelle pour nous rassurer. Et quand on se penche sur le destin des personnages féminins du roman, cette théorie prend une tournure vraiment tragique. C'est d'une tristesse infinie. Je pense qu'il faut ralentir un instant pour mesurer le poids de ces trajectoires. Prenons Christiane, dont on parlait à l'instant, qui vit une si belle histoire avec Bruno. Elle finit par contracter une maladie dégénérative qui la paralyse. Une dégénérescence terrible? Oui. Et de son côté, on a Annabelle, qui est le grand amour de jeunesse de Michel. Elle développe un cancer du col de l'utérus. Confrontées à la dégradation inéluctable de leur corps, ces deux femmes font le choix dramatique du suicide. Et ce n'est pas du tout un hasard narratif, c'est la démonstration implacable de ce postulat matérialiste dont parle l'article. Dans une société entièrement organisée autour de la séduction, de la consommation et de l'apparence, seul le corps physique a de la valeur. Quand ce corps est brisé, malade ou vieillissant, l'individu considère que son existence même perd sa validité sur le marché. Il n'y a plus de place pour la valeur de l'âme, c'est fini. Exactement. L'esprit ne compte plus. D'ailleurs, l'article du Journal of Philology and Intercultural Communication souligne à quel point l'auteur s'est inspiré d'Auguste Comte pour structurer cette réflexion. Auguste Comte, le philosophe. Oui, le père du positivisme. Son ombre plane sur toute l'œuvre. Le positivisme, au XIXe siècle, cherchait à réorganiser la société sur des bases purement scientifiques, tout en tentant de fonder une sorte de religion de l'humanité pour recréer du lien social, vu que la religion catholique déclinait. Et le personnage de Michel Dzerzhinsky est une transposition moderne d'Auguste Comte. Ah oui, même dans sa vie personnelle, non? Tout à fait. La relation pure, totalement platonique et tragiquement inachevée entre Michel et Annabelle fait directement écho à l'amour malheureux qu'Auguste Comte avouait à Clotilde de Vaux. Et comme Comte, Michel est obsédé par l'idée de trouver une grande loi scientifique capable de sauver le monde de la séparation et de l'égoïsme. Et c'est là, je trouve, que notre exploration prend un virage vraiment inattendu. Parce que Michel ne va pas réagir comme Bruno. Il ne sombre pas dans la folie ou la dépression passive. C'est un chercheur, il est actif. Il va chercher une porte de sortie, une solution radicale pour vaincre cette malédiction de la séparation corporelle. Et il va la chercher dans le domaine le plus abstrait qui soit. La physique. Oui. J'ai vu passer cette référence dans l'article très pointu de la revue Tangence qui parle de mécanique quantique. J'avoue que relier la physique quantique au manque d'amour et à la solitude humaine, ça m'a semblé complètement vertigineux. Tu peux nous éclairer un peu sur ce lien, Evelyne ? Bien sûr, c'est l'un des tours de force conceptuels du roman. En fait, Michel s'appuie sur les découvertes bouleversantes de la mécanique quantique pour redéfinir la nature même de la réalité. L'article de Tangence détaille comment le personnage utilise les travaux du physicien français Alain Aspect, qui ont validé expérimentalement le fameux paradoxe EPR, formulé à l'origine par Einstein, Podolsky et Rosen. Pour faire simple, la physique quantique démontre que notre conception classique matérielle de la matière est fausse, ou du moins très incomplète. Alors, essayons de vulgariser ça avec une image concrète pour notre public. Dans notre monde de tous les jours, on fonctionne avec une physique classique. Si on imagine deux boules de billard, l'une sur une table à Paris et l'autre à Tokyo, ce sont deux objets fondamentalement séparés. Elles sont indépendantes. Voilà, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre.
Mais à l'échelle quantique, avec des particules élémentaires, les règles changent totalement. Si deux particules ont interagi à un moment donné, elles deviennent intriquées. Elles forment un système unique. Si on modifiait l'état de l'une, l'état de l'autre s'ajuste instantanément, même si elles sont séparées par des années-lumière. L'espace entre elles n'existe plus vraiment. Elles sont non séparées. C'est magique et pourtant c'est de la science. Et la fulgurance de Michel dans le roman, c'est de vouloir appliquer cette propriété physique à l'amour humain. La métaphore des boules de billard est parfaite pour comprendre. En termes philosophiques, l'article de Tangence explique que Michel veut faire passer l'humanité d'une ontologie d'objets à une ontologie d'état. L'ontologie d'objets, ce serait nous. Oui, l'ontologie d'objets, c'est de nous voir comme ces boules de billard, des entités solides, isolées, condamnées à se cogner douloureusement dans le vide. L'ontologie d'état, au contraire, propose de concevoir la réalité comme un ensemble d'ondes interconnectées, un océan immense où chaque vague est liée aux autres. La séparation individuelle ne serait qu'une illusion de notre échelle macroscopique. Et le but scientifique de Michel, c'est de prouver cette non-séparabilité des êtres, de donner un fondement biologique, une preuve matérielle indéniable à l'amour et à la compassion. Il y a d'ailleurs une scène dans le livre qui illustre à merveille cette collision entre la science de pointe et la spiritualité. Les critiques la relèvent très souvent pour son ironie mordante. Ça se passe pendant le mariage de Bruno. Le prêtre est en train de prononcer la formule religieuse classique, vous savez, et ils deviendront une seule chair. Ah oui, l'illumination de Michel. En physique. J'imagine la tête du prêtre. Il est complètement largué, évidemment. Mais pour Michel, c'est l'illumination absolue, la religion avait l'intuition du but, et la science quantique fournit enfin le moyen de le comprendre. Cette anecdote est savoureuse, mais en fait, elle cache une ambition démesurée. Pour Michel, avoir compris philosophiquement cette non-séparabilité ne suffit pas. Le corps humain actuel, avec son ADN et sa reproduction sexuée, reste une prison. C'est ce qui maintient l'illusion de l'individualité et qui nourrit l'égoïsme. Il faut donc aller plus loin, agir sur le corps lui-même. Ce qui nous propulse directement vers le dernier acte du récit, la partie la plus science-fictionnelle. Le dénouement, oui. Michel, ravagé par la mort d'Annabelle et profondément fatigué de ce monde, décide de disparaître. Il part s'isoler tout au bout de l'Europe, sur la côte ouest de l'Irlande, face à l'océan. Il s'enferme dans un laboratoire et pousse ses recherches génétiques à leur paroxysme. Et puis, il s'évapore. On ne sait pas s'il s'est noyé ou s'il s'est simplement caché. Mais il laisse derrière lui un héritage scientifique colossal. Des travaux qui ne proposent rien de moins que l'extinction programmée de l'humanité telle qu'on la connaît. Oui, ces recherches ouvrent carrément la porte à une utopie post-humaine, une mutation radicale de notre espèce. Les notes analytiques détaillent la solution extrême imaginée par Michel. Pour abolir la souffrance liée à la séparation, il faut éliminer la reproduction sexuée. Rien que ça ? À la place, il propose de créer une nouvelle race de clones génétiquement modifiés. Des êtres capables de se répliquer à l'identique, asexués et potentiellement immortels. La logique, bien qu'elle soit effrayante, est complètement implacable. Sans reproduction sexuée, il n'y a plus de brassage génétique, donc plus d'altérité. Et sans différence, les conflits disparaissent ? Exactement. Il n'y a plus de compétition pour la séduction, plus de jalousie, plus de vieillissement, perçu comme une déchéance. En devenant des clones, ces nouveaux êtres partagent le même état fondamental. Ils ont définitivement vaincu la solitude. C'est fou. Et quand on arrive à cette conclusion, il y a un déclic fascinant concernant la manière même dont le livre est épris. Les analyses littéraires, notamment celle de l'académicien Gerald Prince qu'on a regardé, mettent en lumière une construction vertigineuse. Tout au long de la lecture, on peut être dérouté par le ton du narrateur. C'est une voix très plate, presque clinique, qui raconte les pires drames humains avec la froideur d'un rapport d'autopsie. On se demande qui parle au début. Et à la fin, on comprend le subterfuge. Ce narrateur omniscient n'est pas un être humain. C'est l'un de ces clones post-humains qui regardent l'histoire de Michel, de Bruno et de notre époque tumultueuse avec une sorte de pitié lointaine, très empreinte de condescendance. Ce style d'écriture si froid, c'est littéralement la voix d'une espèce qui ne connaît plus les tourments de la passion. Cette révélation structurelle donne vraiment toute sa profondeur au roman. Et ce qui est magistral, c'est la façon dont l'auteur arrive à juxtaposer cette immense tragédie métaphysique de l'évolution humaine avec la médiocrité absolue de notre société de consommation. Oh oui, l'anecdote du catalogue 3 Suisse. C'est l'un de mes détails préférés dans les textes qu'on a parcourus. Imaginez un peu la scène.
Michel est en pleine réflexion cosmique sur la nécessité de faire muter l'espèce humaine pour échapper à la brutalité inhérente à la biologie masculine. L'enjeu est colossal. Et pendant qu'il pense à l'avenir de la civilisation, il feuillette distraitement un catalogue de vente par correspondance, les fameux 3 Suisses. Il tombe sur la page 17 et que dit le slogan publicitaire de l'année ? Optimisme, générosité, complicité, harmonie font avancer le monde. Demain sera féminin. C'est d'une ironie incroyable. C'est du Welbeck tout craché. La grande prophétie ontologique de la fin de la souffrance et de l'avènement d'une ère pacifiée se trouve placardée là, au milieu des publicités pour des sous-vêtements et des pulls en acrylique. Cette capacité à faire jaillir des questionnements métaphysiques vertigineux à partir des objets les plus triviaux, les plus banals du quotidien, c'est vraiment la signature même de cette œuvre. Bon, le temps file, il est l'heure de résumer le voyage que propose cette analyse. On est parti d'une chronique qui avait tout du roman de mœurs un peu déprimant sur la misère sexuelle et la solitude masculine dans les années 90, mais au fil des documents étudiés, on a vu comment cette histoire tresse la sociologie, la philosophie du 19e siècle, la biologie et même les concepts les plus pointus de la mécanique quantique. Un vrai travail d'orfèvre intellectuel. Oui, le génie de cette construction littéraire, c'est d'utiliser le désespoir d'une époque comme tremplin pour nous plonger dans une réflexion fascinante sur la mutation de notre propre espèce. Mais cela soulève une question finale importante, une interrogation assez troublante que l'œuvre laisse volontairement en suspens et qui mérite vraiment qu'on s'y arrête avant de se quitter. Je t'écoute. Les successeurs de l'humanité, ces fameux clones asexués et immortels, ont effectivement atteint une forme de perfection. Ils vivent dans une paix absolue. Ils sont définitivement libérés de la douleur, de la cruauté inhérente au désir, des ravages de la vieillesse. Mais le corollaire de cette paix, c'est l'absence totale d'individualité. Plus de désir, plus de passion ? C'est ça. Sans désir, sans douleur, sans ces passions foudroyantes qui nous déchirent parfois, reste-t-il une véritable étincelle de vie ? Une société purgée de toute souffrance, éternellement lisse, est-elle encore une société vibrante ? Finalement, si le prix à payer pour obtenir la paix universelle, c'est l'effacement définitif de nos particules d'individualité, ce remède miracle n'est-il pas infiniment plus effrayant que la maladie qu'il prétend guérir ? Que nous allons clore notre analyse aujourd'hui. On laisse ces idées résonner dans l'esprit de tous ceux qui ont suivi cette exploration avec nous. Se plonger dans ces textes nous prouve vraiment à quel point la littérature peut ébranler nos certitudes et nous forcer à regarder notre humanité droit dans les yeux. Merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage et on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de documents toujours plus passionnants. À la prochaine! Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.